Euh, donc, par expérience, je vais faire un petit message d'avertissement, parce que ce genre de présentation peut mettre un peu le moral dans les chaussettes, mais c'est que nous, on est le pôle santé des forêts du ministère de l'Agriculture, et notre mission, c'est de regarder ce qui va mal. Donc forcément, ce que je vais vous présenter, c'est tout ce qui va mal. Mais les données sur ce qui va bien, c'est pas nous qui les avons. Donc, de quoi on va parler? Donc, moi, j'ai divisé en deux axes principaux sur la situation actuelle, puis les menaces qui pèsent sur la santé des forêts. Donc, le premier, c'est donc l'impact direct du changement climatique. Et le deuxième point, qui est tout aussi important, c'est tout ce qui est notion de maladies émergentes, d'épidémies, de pullulation, de ravageurs, d'expansion. En fait, c'est l'augmentation des populations d'agresseurs. Alors, dans le contexte actuel, je pense qu'il est toujours bien aussi de citer ces sources. Donc, pour tout ce qui est climatique, je vais citer donc les données de Météo France. Je vous présente également certaines données de modélisation pour expliquer les phénomènes qu'on observe. Donc, soit développés par l'INRAE avec Biljou, soit développés par d'autres acteurs tels que l'Université d'Orléans ou Climessence, qui est développé par un réseau mixte de recherche qui prend en compte les bureaux de recherche et développement de l'ONF et du CNPF. Et sur les données forestières, c'est des données auxquelles vous pouvez accéder. L'Observatoire de la forêt en particulier, donc qui est hébergé par l'IGN, forêt.ign, où vous avez toutes les informations grand public en termes de forêt. Et puis les données du département de la santé des forêts. Donc un petit point sur comment nous on recueille nos données. Donc en fait, la mission du pôle santé des forêts est d'animer un réseau de ce qu'on appelle correspondants observateurs. Ce sont des forestiers qui sont dans diverses structures forestières, ONF, CRPF ou administration, auxquels on demande de nous faire remonter des signalements de problèmes en forêt. Et donc pour être plus pertinent sur le sujet, nous, notre mission, c'est aussi de les former au diagnostic et à la reconnaissance de ces problèmes. Donc les données que j'ai citées de la part du DSF proviennent de ces correspondants observateurs. Donc en introduction sur le changement climatique, la question c'est est-ce qu'on est déjà entré dans cette phase de changement climatique? Donc on se rappelle tous de l'année 2022 que la presse aimait bien nommer comme étant l'année la plus froide de nos prochaines années. Euh, mais c'était une année qui a été historiquement chaude. Je sais pas. Ouais, si. Donc avec des températures au-dessus des normales qui étaient comprises entre plus 1 et plus 2,1 degrés sur la température moyenne annuelle. Toutes les régions de France étaient concernées. Donc ici, vous avez la carte avec pour chaque ville, à gauche, c'est l'écart de la température et à droite, c'est le déficit hydrique. Et donc toute la France était concernée par une température supérieure à la normale, avec des zones très très chaudes, par exemple à Toulouse, et également avec de très forts déficits hydriques, donc comme ici dans le pourtour méditerranéen. Mais ça a concerné aussi les régions plus au nord et des régions jusqu'ici peu habituées à ce genre de phénomène, qui étaient donc la façade de Manche et la Bretagne. Donc la question c'est est-ce que cette année 2022 était une année exceptionnelle comme on a pu avoir 1976, enfin des années que les anciens peuvent connaître. Ça ne marche pas. Hop. Euh, et finalement, lorsqu'on regarde sur les données Météo France qui classent les 10 années les plus chaudes enregistrées depuis 1900, dans ce top 10 des années les plus chaudes, 7 sont de la dernière décennie. Donc on va retrouver 2022 en tête, hein, c'est l'année la plus chaude, mais également, vous voyez, 2019, 2018, 2020. Donc clairement, toutes les dernières années sont des années plus chaudes. Même 2023 et 2024, qui, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces étés-là, mais on n'a pas connu de canicule, ni spécialement de vagues de chaleur. Donc c'est clairement pas l'été qui a marqué cette année, ces années chaudes,
mais c'est plutôt sur les autres saisons où les températures étaient tout le temps au-dessus des normales. En termes de pluviométrie, donc là, la tendance est moins visible. On va avoir des années exceptionnelles, de longues périodes sans pluie, comme on a connu 2019, 2020 et 2022, donc presque 3 années consécutives de sécheresse. 2022, la sécheresse, je ne sais pas si vous vous rappelez des médias de l'époque, mais on comptait même une sécheresse hivernale avec 30 jours sans pluie au mois de janvier-février. Et, et d'un autre côté, bah là, sur les 3 dernières années, enfin dans les 5 dernières années, on a eu 3 années très pluvieuses, 2021, 2023, 2024. On peut même remonter à 2016, hein, en région centre, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'année des inondations. Donc là, à ce niveau-là, on n'a pas de tendance qui se dégage clairement. Par contre, sur ces années sèches et qui étaient aussi des années chaudes, on observe une conséquence importante sur l'humidité des sols. Donc ça, ce sont des cartes produites par Météo France qui donnent un indicateur de l'état d'humidité des sols par rapport à une normale. Donc c'est par rapport à la normale locale. Donc plus on va tendre vers le rouge, plus on sera sur plus sec que la normale, et vers le vert, plus humide que la normale. Et donc, on voit qu'il y a une zone qui se dégage, c'est clairement la zone Est, qui est toujours dans les zones les plus sèches, mais sur les années vraiment très sèches, tout le territoire a été concerné, par exemple, en 2022. Donc là où il faut faire attention, c'est que c'est bien par rapport à la normale locale, parce que quand on regarde la pluviométrie qu'il y a actuellement en Bourgogne-Franche-Comté, c'est la pluviométrie que nous, on a habituellement. Mais la conséquence sur les forêts vont être différentes parce que les essences qu'ils ont en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas les mêmes qu'on a ici. Donc les exigences climatiques de ces essences-là ne sont pas compatibles avec leur nouvel taux de pluviométrie. Donc nous, pour cette sécheresse des sols, on le traduit en ce qu'on appelle en stress hydrique pour les arbres. Donc, c'est-à-dire que donc vous avez vu ce petit graphique tout à l'heure avec Christophe. Donc, en forêt, on a un flux de l'eau avec donc des précipitations qui vont venir alimenter le sol de la forêt et des consommations d'eau avec à la fois soit une transpiration, enfin une évapotranspiration directe du sol, soit par la consommation de l'eau par les arbres. Donc, tant que ce système est alimenté, et ben finalement les arbres vivent et puis du coup il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si les précipitations viennent à manquer, l'eau contenue dans le sol va diminuer et eux, les arbres vont consommer jusqu'à un certain point où alors ils vont rentrer en situation de stress et ils vont plus être en mesure de consommer de l'eau. Donc on a un petit outil de modélisation qui permet de prendre à la fois les données donc du couvert, les données de précipitation quotidienne et les données du sol, qui nous permet de modéliser en fait ce qu'on appelle la réserve utile en eau du sol, c'est-à-dire le réservoir d'eau que les arbres ont en disponibilité quotidiennement. Et cette modélisation nous donne ce type de graphique où donc, vous avez sur la période avant le printemps où les arbres ne consomment pas d'eau parce qu'ils n'ont pas de feuilles, ou alors pour les résineux, ils sont en période de repos. Et lorsque le printemps arrive, on a une diminution de la pluviométrie, mais on a une consommation de l'eau. Donc l'eau qui est contenue dans le sol, donc ici c'est le niveau de la réserve utile, va diminuer et va revenir à un niveau saturé lorsque l'automne va revenir et que l'activité végétale va diminuer. En fait, on va considérer que les arbres vont rentrer en situation de stress hydrique lorsque le niveau de réserve d'eau dans le sol est en dessous d'un certain seuil. Donc c'est ici, là vous voyez, lorsque la courbe passe en dessous de ce seuil-là, pour cette année-là, donc en vert c'était 2020, les arbres là c'était pour Châteauroux, étaient en situation de stress à partir du 15 juillet à peu près, jusqu'au 15 octobre. Et cette donnée-là permet ensuite de classer les années,
par rapport à un indicateur de stress. Et donc on fait ça tourner pour l'ensemble des années. Et ce qu'on observe sur Châteauroux, c'est que les années 2018, 2019, 2020 étaient parmi les 10 années les plus stressantes pour les arbres depuis 1959. Donc le changement climatique, la température et, et les sécheresses font que les arbres entrent en stress de plus en plus souvent et pour de plus longues périodes. Donc ça, c'était sur la situation qu'il y avait eu en 2022, enfin 2022, 2020 et 2024. On voit que 2024, c'était pas du tout stressant. C'est la courbe noire, on n'est jamais en dessous du seuil. Donc là, on était plutôt bien alimenté. Là, ce que je vous montre, c'est ce qui est prédit par Climessence. Donc c'est une modélisation qui se base sur les scénarios du GIEC pour prédire différentes données sur l'analogie, enfin la compatibilité du changement climatique avec les essences actuellement sur le sol. Donc dans ce petit outil Climessence, il y a la possibilité de visualiser l'évolution d'un indicateur de déficit hydrique annuel et de le projeter sur la région. Donc au niveau actuel, bon, c'est pas très marqué les contrastes, mais on est plutôt sur une situation blanche. En fait, donc c'est la situation actuelle. On n'a pas peu de déficit hydrique. Et avec un scénario, donc le 4.5, c'est que la température mondiale est de plus de 2 degrés. Donc ça, c'est l'objectif du GIEC. Donc bon, je ne sais pas si vous avez entendu les médias, la France se prépare à plus 4. Donc, moi, j'avais fait le diapo avant. Mais donc du coup, là, quand on regarde ce scénario-là, donc de plus 2 d'ici 2100, on peut prédire déficit hydrique en 2050 et en 2070. Et on voit que la région centre sera de plus en plus concernée par des périodes de déficit hydrique. Ça, donc c'est toujours issu de Climessence. Ça permet de voir les compatibilités de climat, enfin les analogies climatiques au niveau de la France par rapport à une région donnée. Donc ici, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris la Sologne. Donc ici, c'est la situation actuelle. Et bah, le climat de Sologne ressemble globalement au climat qu'il y a actuellement dans toute la grande façade atlantique de la France. Si on se projette en 2070, le climat actuel de la Sologne ne ce sera plus du tout le même. Et en plus, il n'existera nulle part en France. Par contre, la Sologne, elle va se ressembler à un climat qui va être plutôt proche de ce qu'il y a au pourtour méditerranéen. Donc, voilà à quoi ce que le modèle prédit dans ce cas-là. Bon, ça reste un modèle de prédiction. C'est bien pour l'avoir en tête de ce qui peut nous attendre, mais ce n'est pas forcément la réalité qui va arriver. Mais c'est ce à quoi il faut se préparer. Et ça traduit quoi? Ça traduit que actuellement, dans le climat type sologno, on retrouve ce type d'espèces. Donc, ce n'est pas que Sologne. Hein, donc, ça va prendre aussi les Landes, hein, comme on a vu sur la carte de tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'on a une bonne part de pins maritimes. Mais sinon, on était avec du chêne Cécile, chêne pédonculé, chêne Cécile. Donc, voilà le type d'arbres qu'on pouvait trouver sous ce climat. Avec le climat qu'on envisage pour 2070, on va avoir des essences beaucoup plus méditerranéennes avec du chêne vert, du pin d'Alep, du pin maritime toujours, du chêne pubescent, du chêne liège. Bon, il y a toujours le chêne pédonculé, ce qui est un peu une bizarrerie du modèle, et le pin pignon. Donc en gros, ça veut dire qu'on n'aurait plus de châtaignier, on n'aurait plus de chêne pédoncule. Ça, c'est ce qui est prédit. Et bon, on va bien voir ce que ça va faire. Et bien, ce qu'a dit Christophe, c'est qu'il faut parier aussi sur l'adaptabilité génétique des arbres. Mais finalement, ce phénomène-là, ce serait un phénomène qui serait comparé à ce que Christophe a montré tout à l'heure sur la remontée du chêne après la période de glaciation. C'est-à-dire que les températures ont augmenté après la période de glaciation, rendant disponible nos latitudes au chêne. Donc, ce qui veut dire que là, dans notre dynamique où on réchauffe, pareil, le chêne aurait tendance à remonter vers le nord. Donc ça, c'était pour les données sur le changement climatique, pour dire que voilà, c'est une réalité, il faut pas le nier.
et que d'ores et déjà, avec les années qu'on a connues de sèche et de chaude, on observe des dégâts visibles sur nos forêts. Donc ici, vous avez les signalements que les correspondants observateurs du DSF ont fait sur des dégâts liés à la sécheresse et aux coups de chaleur. Donc comment ça se traduit? C'est qu'ils ont observé des rougissements d'aiguilles pour les résineux ou des dessèchements de feuilles pour les feuillus. Donc ils nous signalent ce genre d'observation et on voit que les signalements de ces symptômes pour la France entière a augmenté sur la période 2019, 2020, 2022. Et en région centre, bah, on est du même acabit. On a une augmentation sur la période 2019-2020. Lorsqu'on regarde la répartition de ces signalements sur les cartes, donc là j'ai fait par période, donc les périodes 2017, 2012, 2013, 2017 ont connu des signalements ici et là, mais bon sur des niveaux assez faibles, hein, c'était entre 1 et 5 par petit quadrat. En 2018-2022, on voit que là ça augmente, avec par endroit plus de 70 signalements par quadrat. Et si on regarde la carte de Météo France tout à l'heure avec la sécheresse des sols, bah c'est plutôt compatible avec la Bourgogne-Franche-Comté, qui était une région qui a connu 3 années de sécheresse plus importantes que la normale. Et là, sur les dernières années, bon, la Bourgogne-Franche-Comté reste encore impactée, mais en région centre, bah, clairement, ça s'est calmé avec les étés pluvieux. Donc ça, c'est vraiment des dégâts bien visibles, mais ce qui est enfin, ce qui est plus long, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dépérissement. Donc Christophe en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais le phénomène de dépérissement, il y a une définition bien précise sur ce que c'est. Donc c'est un état physiologique de l'arbre qui fait suite à un phénomène donc, complexe et évolutif dans lequel interviennent des facteurs de plusieurs types, donc prédisposants, déclenchants, aggravants. Et donc l'action de ces 3 facteurs peuvent induire la perte de vitalité de l'arbre qui peut conduire jusqu'à la mort. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces 3 facteurs? C'est que ces 3 facteurs ne vont pas agir de la même façon. Les facteurs prédisposants, ce sont un facteur qui est présent de façon chronique, enfin qui est sur le long terme, sur la vie de l'arbre. Clairement, quand Christophe vous a montré le petit graphique avec le choix des essences par rapport aux stations, si on est un petit peu en limite de cette station, ben on va être typiquement dans un cas de prédisposition à un dépérissement. Donc ces arbres ont une vitalité qui est déjà peut-être un petit peu diminuée, mais si vient se mettre ce qu'on appelle un facteur déclenchant, ça va être un facteur qui va revenir, ça va être un aléa qui est ponctuel. Donc typiquement, la sécheresse est un aléa ponctuel. Bah, ça va venir affaiblir l'arbre pour ensuite, donc il va devoir mener une réponse physiologique, il va puiser dans ses réserves, puiser dans ses ressources, ce qui va l'affaiblir et va le rendre disponible pour des facteurs aggravants. Donc là, ce sont des agresseurs qui profitent de l'état d'affaiblissement de l'arbre pour venir l'attaquer et souvent le mener à sa mort. Donc là, ça va être typiquement tous les insectes sous-corticaux, tels que les scolites, qui profitent de la faiblesse de l'arbre pour venir l'abattre. Donc avec les sécheresses, comment ça fonctionne? Donc c'est que on a une sécheresse ou une vague de chaleur, l'arbre va devoir répondre physiologiquement à cette sécheresse ou cette vague de chaleur. Donc comment ça se traduit? C'est que un arbre, il a une dynamique assez simple, c'est qu'il a des feuilles qui vont réaliser la photosynthèse, et pour réaliser cette photosynthèse, ils ont besoin de l'eau qui vienne des racines. Et donc ça fait une pompe. Le fait que les feuilles consomment de l'eau, évacuent de l'eau, ça fait une pompe qui fait monter l'eau dans l'arbre, et donc la feuille peut ensuite réaliser sa photosynthèse. Mais lorsqu'on a une sécheresse et qu'il n'y a plus d'eau dans le sol, la feuille va donc essayer de maintenir son eau dans ses tissus et va fermer ce qu'on appelle les stomates. Donc ce sont des petits trous sur lesquels se fait l'échange air-eau pour réaliser la photosynthèse. Et donc en fermant ces stomates, l'air ne peut plus rentrer, mais l'eau est conservée. Mais donc du coup, la photosynthèse n'a plus lieu.
Donc la croissance est réduite, voire nulle. Et en plus de ça, c'est que l'arbre, lorsqu'il va relancer son processus physiologique, va devoir consommer des réserves. Donc c'est un peu comme nous, quand on consomme nos réserves, ça nous fatigue et on va avoir une perte de vigueur. Et cette perte de vigueur, ça les rend plus agressifs, plus susceptibles d'être agressés par des insectes ou des pathogènes. Donc, concernant le phénomène de dépérissement, donc voici quelques chiffres qui sont à la fois donnés par le DSF et l'IGN. Donc, qu'est-ce qu'on considère comme étant un arbre dépérissant? C'est un arbre lorsque il a plus de 50% de son houppier qui est manquant, donc ce type de faciès-là. Et on a un gradient de dépérissant à très dépérissant jusqu'à mort. Donc du coup, l'IGN va faire des mesures sur cet aspect avec la notation que vous a présentée tout à l'heure Christophe, avec le manque de branches et le manque de ramification et la mortalité des branches, et vont donc définir si le peuplement est dépérissant ou pas. Et ce qu'on observe sur les placettes de l'IGN, c'est que depuis 2017, on a une augmentation croissante, même presque importante, du taux d'arbres dépérissants dans les placettes. Et du coup, les estimations faites, c'est qu'on passerait de 300 000 hectares de surface d'arbres dépérissants à 1 million d'hectares en 2022. 1 million d'hectares, sachant qu'il y a 17 millions d'hectares de forêt en France. Et dans les régions les plus concernées, la région centre, on n'est pas des moindres, avec 6% de la surface forestière qui pourrait être considérée comme dépérissante. Là, ce sont les données du DSF. Nous, on a aussi un réseau de placettes tous les 16 km, lorsque ça tombe en forêt, où on va noter ce qu'on appelle le déficit foliaire, donc ce qui revient à un manque de houppier. Et lorsqu'on regarde les résineux et les feuillus, ce déficit foliaire, pour la France entière, est en augmentation. Donc on a exactement les mêmes signaux que ce que l'IGN fait sur ces placettes, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc là, je vous parlais de dépérissement. Là, maintenant, ce sont vraiment des arbres qui sont morts. Donc c'est l'augmentation de la mortalité des arbres. Donc ici, vous avez la donnée IGN pour toute la France. Donc on ne va pas retrouver les 200% de tout à l'heure, mais la moyenne nationale, c'est que le taux de mortalité a augmenté de 80% entre 2008 et 2022. Et sur notre réseau de placettes, nous aussi, on observe une augmentation des arbres morts sur ce réseau de placettes assez significative sur la période 2019-2021. Donc globalement, ça se dégrade. Donc là, c'était toutes les essences que je vous ai présentées. Je vais vous faire un point sur le chêne, parce que sur les 75% de feuillus qu'il y a en région centre, la majorité c'est du chêne sessile ou chêne pédonculé. Donc il y a un intérêt assez fort à suivre cette essence, sachant qu'on est aussi un bassin de production de chêne de qualité. Donc il y a un enjeu à la fois écologique mais également économique. Et ce qu'on observe donc au niveau national, c'est que la mortalité du chêne augmente également, mais principalement pour le chêne pédonculé et dans une moindre mesure du chêne sessile. Pourquoi? C'est parce qu'au niveau des exigences en eau, ils n'ont pas du tout le même profil. Le chêne pédonculé supporte beaucoup moins les périodes de sécheresse que le chêne sessile. Et donc dans les zones impactées par tout ce qui est dépérissement, chaleur, sécheresse pour le chêne, on retrouve la Bourgogne-Franche-Comté, mais la région centre, on a aussi une part importante, en partie en Sologne et dans le sud de l'Indre. Donc ici, vous avez la carte que Christophe aussi a montrée tout à l'heure, faite par l'Université d'Orléans, qui a un moyen de télédétection pour mettre en évidence le dépérissement des chênes. Là, c'est vraiment une cartographie que chênes, avec trois couleurs. Donc la classe sanitaire 1 où tout va bien, la classe jaune où ça commence à se dégrader, et 3 où c'est dépérissant. Et ce qu'on voit, c'est que de la période 2017-2023, on a une augmentation
du dépérissement et en particulier sur la zone de Sologne. Donc c'est pourquoi sur cette zone-là plus particulièrement, c'est parce qu'on est sur des sols plus difficiles où la réserve utile en eau est moins bonne que par exemple sur les zones nord de la région. Donc ça, c'était la sécheresse, mais les chênes de chez nous subissent, même les années où ils ont plutôt une bonne pluviométrie, d'autres aléas qui peuvent être un problème pour leur vitalité et induire des dépérissements. En 2023, on a connu une défoliation importante des chênes au printemps, donc en particulier en Indre-et-Loire et dans le Cher. En 2024, on a connu des gelées tardives, ou alors est-ce que le débourrement n'était pas trop précoce du fait d'un printemps doux, en particulier en forêt d'Orléans. Et ces deux phénomènes ont pour conséquence de la destruction des premières feuilles. Donc, ce qui veut dire que les arbres doivent mobiliser dans leurs ressources pour faire un nouveau feuillage. Un feuillage qui sera mis en place fin mai, début juin. Et le problème, c'est que ces feuillages sont ensuite vulnérables à l'oïdium du chêne, donc un pathogène foliaire, qui lui se développe majoritairement à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. Et donc les nouvelles feuilles créées en juin sont ensuite impactées fortement par l'oïdium. Donc on voit que ici en 2024, dans les zones où il y avait les gelées tardives, on avait ensuite un fort impact de l'oïdium. Donc sur ces années très pluvieuses, il y a d'autres phénomènes de bioagresseurs qui viennent ainsi stresser les arbres. Donc là, les chênaies ont vraiment subi des aléas assez importants sur la dernière décennie. Sur le pin sylvestre, donc le pin sylvestre, c'est l'essence résineuse la plus importante en région centre. Donc on a eu également un phénomène de dépérissement observé du pin sylvestre après les sécheresses de 2019 et 2020. Donc des arbres qui se sont affaiblis assez rapidement du fait du manque d'eau et qui ont ensuite été vulnérables à ce qu'on appelle l'illésine du pin, donc aux insectes et au bupreste bleu, donc qui ont profité de la faiblesse des arbres pour venir s'installer et donc provoquer des mortalités. Et le dépérissement du pin sylvestre est beaucoup plus rapide que le dépérissement du chêne. Le chêne, ça prend entre 3 et 5 ans avant d'avoir des effets vraiment visibles, alors que le pin sylvestre, ça peut être en 1 ou 2 ans. Et en plus de ces deux insectes, il y a aussi un champignon qui s'appelle Diplodia sapinea, qui va, en fait, lorsqu'il est en stress, l'arbre va... en fait, le champignon est naturellement dans l'arbre, et le fait que l'arbre soit en situation de stress, il va se développer et créer des mortalités de rameaux, voire jusqu'à une mortalité de l'arbre. Donc voilà, on a un cortège de secondaires qui sont un peu en attente d'une sécheresse pour venir impacter le pin sylvestre. Ce qui s'est passé en 2022 et qui est quand même à noter, c'est qu'en région centre, on a moins connu de dépérissement que dans les autres régions. Tout ça à cause d'orages qui sont tombés au bon moment. Et l'avantage des orages, c'est que ça permet d'avoir une forte pluviométrie en très peu de temps. Donc ils ont été arrosés abondamment sur une période critique qui leur a permis de tenir. Mais le problème, c'est que dans les orages, il y a souvent de la grêle. Et ici, en 2022, vous avez un peuplement de pins sylvestres qui a été impacté par la grêle. Et la grêle a le même effet que la sécheresse pour l'expression du Diplodia sapinea. C'est-à-dire qu'il profite du stress généré par la grêle pour s'exprimer et créer des mortalités de pins sylvestres. Donc les orages, c'est bien, mais il ne faut pas qu'ils soient trop violents. Voilà, il faut qu'ils soient liquides. Et donc là, j'avais pas prévu de parler d'Optimix, mais donc pour le résultat qui était dégagé sur le mélange chêne-pin, il s'avère que le mélange chêne-pin n'est pas un facteur favorable pour le dépérissement du pin sylvestre. C'est-à-dire que dans les peuplements de chêne-pin, le pin sylvestre avait tendance à plus dépérir que dans les peuplements de pin pur. C'est ça qui était ressorti d'Optimix à ce moment-là. Donc pourquoi? C'est parce qu'il y a une compétition à l'eau qui est assez importante entre le chêne et le pin, parce qu'ils n'ont pas une
prospection racinaire aux mêmes profondeurs. Donc le chêne arrivait à les puiser plus profondément, prenant l'eau que le pin sylvestre avait besoin. Donc, voilà. Donc ça, c'était sur tout ce qui était partie impact direct du changement climatique. Maintenant, je vais vous parler des ravageurs et des pathogènes qui menacent nos forêts. Donc d'abord, quelques petites définitions. Donc qu'est-ce qu'on entend par maladie émergente? Donc la maladie émergente, je pense que maintenant avec le Covid, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Donc c'est une maladie dont l'incidence va augmenter de façon significative dans une population donnée, dans une région donnée. Et on va distinguer émergence géographique et émergence réelle. Donc émergence géographique, c'est que typiquement, ça va être la variole aux États-Unis. Ils n'ont jamais vu ça. Et d'un seul coup, ça arrive sur leur territoire. Et du coup, ça explose. Alors que l'émergence réelle, c'est une maladie qui est présente et qui d'un seul coup se met à exploser. Donc ensuite, le terme épidémie, donc bon, pareil, vous voyez ce que c'est maintenant avec le Covid. Donc c'est le développement et la propagation d'une maladie. Donc là, je vous parle, ça va concerner principalement pour les arbres. Quand on parle de maladie, ça parle de champignons. Les deux autres définitions vont plutôt concerner les insectes, avec ce qu'on appelle le phénomène de pullulation. Donc là, c'est une multiplication rapide et hors de tout contrôle en grand nombre d'individus d'une population. Donc on va voir quelques exemples tout à l'heure. Et l'expansion ou colonisation, c'est le gain de nouveaux territoires encore non conquis. C'est-à-dire que la population remonte dans de nouveaux territoires. Donc là, c'est le petit schéma du mécanisme qui explique l'émergence ou la pullulation. Ça s'applique également à la pullulation. Donc les différents contextes dans lesquels on peut avoir une émergence. Donc le premier, c'est que vous avez un arbre et un environnement qui vivent ensemble sans trop de problèmes, mais un pathogène est introduit, ou un insecte, est introduit dans ce système et va créer des mortalités ou des infections importantes. Donc on va être dans le cas d'une maladie émergente. Ensuite, on peut avoir le phénomène où il y a un pathogène qui est régulé par son environnement, mais on importe un arbre qui va être sensible. Et dans ce cas-là, le pathogène va pouvoir aller sur cet arbre-là, se multiplier et donc du coup devenir une maladie émergente. Et l'autre aspect qu'on observe également aujourd'hui, c'est qu'on a un équilibre entre l'arbre et le pathogène, mais l'environnement va changer. Donc typiquement, le changement climatique va faire que l'un va être plus faible, l'autre plus fort, et donc l'un va gagner sur l'autre et créer une nouvelle maladie ou une pullulation. Donc, dans les émergences de maladies, ce qu'on constate dans les données du DSF, c'est que la majorité des émergences sont dues à des introductions d'espèces exotiques. Donc ici, vous avez un graphique qui montre les signalements du DSF, le taux de signalement du DSF où on a une mention de parasites exotiques. Donc on voit que déjà, dès le début du DSF, des mesures, on avait déjà 20% des problèmes qui étaient dus à des parasites exotiques. Et avec le temps, donc là ça s'arrête à 2015 dans cette publication, on atteint presque 80%. Donc la majeure partie des dégâts observés en forêt dus à des maladies, donc d'origine biotique, sont dus à des parasites exotiques. En parasites exotiques, je vous en cite certains. Donc ce qui est très connu, ça va être la graphiose de l'orme, avec une introduction dans les années 50, puis dans les années 70. Mais vous avez aussi d'autres introductions. Donc la maladie de l'encre sur le châtaignier, la maladie de la suie sur l'érable, le chancre du châtaignier. Et ce qu'on oublie souvent, l'oïdium du chêne. L'oïdium du chêne a été introduit au début du XXe siècle. Donc là, je vais vous présenter deux cas d'épidémie conséquentes dues à une introduction. Donc la calarose du frêne. Donc la calarose du frêne, c'est un champignon foliaire qui a le défaut d'aller sur les rameaux et donc de se développer dans les rameaux et de créer des mortalités de branches ou de se développer au niveau du collet des frênes, au niveau du pied de l'arbre. Ça, c'est une impasse
une impasse biologique pour lui, c'est pas du tout là où il fait son cycle est clairement sur les feuilles. En fait, pourquoi il s'est passé ça? C'est que cette espèce introduite, les frênes communs n'étaient pas du tout adaptés à ce pathogène. On dit qu'ils n'ont pas coévolué. Donc du coup, ils étaient beaucoup plus vulnérables et ils se sont fait attaquer rapidement par ce champignon. Et quelle est l'histoire de ce champignon sur son introduction? En fait, ça remonte aux années 90 en Pologne, où on observe des premiers dégâts de dépérissement de frênes. Les dépérissements de frênes se propagent dans toute l'Europe jusqu'à atteindre la France en 2008 dans les Hauts-de-Saône et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et jusqu'ici, on ne savait pas quel était le responsable. Et c'est qu'en 2008 qu'on a découvert que c'était Hyménocyphus fraxinus, le champignon qui était responsable de la calarose du frêne. Et donc la question c'était, bah oui, mais pourquoi lui? Pourquoi d'un seul coup il est là? Quelle est son origine? Et il s'avère que c'est un champignon qui vient d'Asie. Sur les frênes asiatiques, il pose un problème sur les feuilles, mais pas sur l'arbre dans sa globalité. Et le fait d'avoir transféré des frênes de Mandchourie, donc une essence est-asiatique, en Pologne, dans les arboretums, a fait que le champignon a pu ensuite diffuser en Europe. Et en moins de 20 ans, coloniser entièrement la France. Donc là, dans les 200% de mortalité, d'augmentation de 200% de mortalité de tout à l'heure, on avait clairement la calarose du frêne parce que dans notre grande Gréco, on a les Hauts-de-France et la Normandie qui avaient de grandes surfaces de frêne. Donc, et là, on a eu des impacts très très significatifs sur la mortalité des frênes. Un autre cas d'épidémie, c'est la maladie de l'encre sur le châtaignier. Donc cette espèce-là a été introduite à la fin du 19e siècle. C'est pas un vrai champignon, c'est ce qu'on appelle un oomycète qui se développe dans le sol, qui se propage avec l'eau du sol et qui va détruire le système racinaire des châtaigniers. Pour ce pathogène-là, on va presque parler de réémergence parce que depuis son introduction, il y a eu des dégâts au début du XXe siècle dans les châtaigneraies, mais pas de façon très significative. C'était principalement les châtaigneraies du bassin de production de châtaignes. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, lors des inondations de 2016, comme ça se propage avec l'eau du sol, l'encre qui est présente maintenant un peu sur tout le territoire s'est diffusée très largement sur l'entièreté de la France, enfin de la région centre, et les châtaigniers ont tous été infectés. Tant que le niveau d'hydratation était suffisamment important, ils se maintenaient en vie. Mais ce qui s'est passé derrière, c'est qu'on a eu une sécheresse, et comme les racines étaient altérées, la prospection dans l'eau était diminuée. Ok. Et ben, on a vu très vite des dépérissements et des mortalités de châtaigniers en Sologne, et plus particulièrement en Île-de-France, où on avait des massifs composés quasiment à 70, voire 90% de châtaigniers. Donc là, c'est pour vous donner deux introductions récentes qui sont en pleine expansion. On a donc la punaise réticulée du chêne qui a été introduite dans le sud-ouest et qui remonte maintenant progressivement. Donc introduction, première détection en 2018. On a un point à Orléans et c'est une vraie question sur ce nouveau ravageur pour le chêne. Actuellement, on ne détecte pas de mortalité, mais ça fait un nouveau défoliateur. Et vous avez vu tout à l'heure, les défoliateurs, ça a un impact important sur le dépérissement. Donc ça peut être problématique dans l'avenir. Et l'autre introduction, donc c'est la cécidomie du Douglas, qui provient de Belgique, enfin qui est originaire d'Amérique du Nord, mais qui a été d'abord introduite en Belgique et qui ensuite s'est propagée sur tout le territoire. Donc clairement, les forêts françaises sont soumises à ces introductions qui diffusent en plus rapidement sur le territoire. Donc là, c'était sur une maladie qui revenait régulièrement, donc là, une épidémie qui est cyclique, qu'on peut voir actuellement sur les pins laricieux de la région centre. C'est la maladie des bandes rouges, donc qui en contexte climatique va venir impacter les houppiers de
de pin laricio, mais sans créer vraiment de mortalité ni de dépérissement. Il ne reste plus que 5 minutes. Là, c'était une partie un peu importante parce que c'est sur le réchauffement climatique. On a la pullulation avec le cas du typographe. Christophe en a parlé tout à l'heure au sujet de l'épicéa en plaine. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2019-2020, on a eu des sécheresses dans cette zone vers la Meuse. Et donc sur ces épicéas qui étaient en limite de station, ils se sont retrouvés affaiblis par cette sécheresse. Les scolites du typographe en ont profité pour s'installer et donc ont pullulé à partir de ces arbres stressés. Et cette pullulation est devenue incontrôlable. Et depuis, on voit une remontée de cas dans la zone naturelle de l'épicéa, c'est-à-dire l'étage montagnard dans le Jura et les Vosges. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, les arbres, il y a eu des arbres disponibles pour les pontes, mais en plus, les étés étaient particulièrement chauds, ce qui a favorisé la multiplication des scolites. C'est-à-dire qu'ici, on a une simulation du nombre de générations qu'ils sont capables de faire en une année. Et donc, lorsqu'on est sur des périodes très chaudes, donc ici, vous avez en rouge les régions où ils sont capables de faire 3 générations. Dans ces régions-là, il a fait tellement chaud que il a pullulé, c'est-à-dire qu'il a été capable de faire 3 générations sur l'année. Sachant que faire 3 générations, lorsqu'on parle d'une femelle en début de période, qui est capable de pondre 50 œufs, après à la fin de la génération 3, on a multiplié par 16 275 la population. Donc clairement, là, on parle de pullulation, ce qui explique le phénomène observé dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, celle-là, je vais la passer. Hop. Ok. Donc là, je voulais parler un peu de l'expansion parce que ça a un lien également avec le changement climatique. C'est la processionnaire du pin. Donc c'était une essence méditerranéenne qui, en fait, avec le réchauffement des hivers, a progressé vers le nord. Et donc là, ici, vous voyez la progression suivant différentes périodes. Et maintenant, elle est au-delà de la zone parisienne. Elle est même, il y a un foyer dans les Hauts-de-France. Et clairement, tout le territoire est maintenant compatible avec le cycle de la processionnaire du pin. C'est juste qu'elle diffuse, elle diffuse moins vite que le réchauffement climatique. Mais maintenant, toute la France est compatible avec son développement. Donc pour conclure, donc la forêt française se dégrade, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. Donc il y a une combinaison à la fois du changement climatique, mais également des agresseurs biotiques. Parce que lorsqu'on regarde le taux de mortalité par essence, les essences plus concernées par la mortalité, ça va être les châtaigniers, le frêne et l'épicéa commun. Donc châtaignier et épicéa, donc que ce soit la maladie de l'encre ou le typographe, il y a un lien avec le changement climatique et les sécheresses. Pour le frêne, c'est complètement indépendant, c'est juste la calarose. Donc la conjonction organisme et agresseur et réchauffement climatique est non négligeable. Donc voilà pour cette partie-là. Lorsqu'on regarde aussi les chiffres de l'ONF sur leur part de récolte, donc ici c'est ce qu'on appelle les produits accidentels. C'est-à-dire que l'ONF va faire, lors de ses prélèvements, va signaler si son arbre est dépérissant ou pas. Et on voit que dans son taux de prélèvement, il y a des années où on a atteint, pour les résineux en particulier avec le scolite, plus de 50% de la récolte faite, c'était des arbres dépérissants. Donc ça, ce qu'il veut dire, c'est qu'on déporte une récolte sur des arbres qui étaient arrivés à maturité, sur des arbres qui sont dépérissants. Donc voilà, donc, comment faire face? Donc, par rapport au risque d'introduction, on a une politique européenne qui vise à lister des organismes comme étant importants en cas d'introduction. Donc on a le nématode du pin qui est présent actuellement au Portugal et en Espagne. Donc il y a une surveillance accrue sur cet organisme. On a aussi des organismes sur le chêne avec Bricea fagacerum ou Fusarium circinatum également sur les pins. Donc là on a une politique de contrôle des provenances, des bois, de contraintes au niveau des essences introduites,
des surveillances spécifiques avec des piégeages, des cartographies du risque. Donc là, il y a vraiment un, un gros, un gros travail qui est fait dessus. Mais le problème, c'est que c'est souvent ce qu'on n'attend pas qui vient. Donc la Calarose, on ne la connaissait pas, et c'est elle qui est arrivée. Donc on limite le risque en ciblant certaines essences pour éviter certains ravageurs pour limiter le risque, mais on n'est pas à l'abri du risque avec l'introduction d'essences encore inconnues, d'organismes ravageurs encore inconnus. Donc bah là, ça reprend exactement ce qu'a dit Christophe tout à l'heure en conclusion. Donc ce qui se passe pour le forestier actuellement, c'est de savoir, en particulier pour le dépérissement, c'est de savoir gérer entre maintenir une ambiance forestière, donc du coup garder une certaine humidité pour que les arbres puissent se développer en harmonie, et une notion économique où bah, il y a des arbres qui sont impactés par le dépérissement, qui ont une certaine valeur et qu'il faut prélever. Donc ça, c'est un peu la balance que le gestionnaire doit faire. Est-ce que je prélève au risque de tout dégrader, ou est-ce que je maintiens au risque de perdre mon capital? Euh, donc voilà. Et puis l'autre point, bah, voilà, c'était que les forestiers doivent donc mesurer et réfléchir à leur choix. Donc d'une part, parier sur la génétique des arbres pour une certaine résilience, mais euh, aussi parier sur de nouvelles essences. Ici, je vous ai mis, c'est un peu en provocation, mais c'est avec Climessence, c'est la carte de compatibilité des essences avec le climat futur. Donc ici, vous avez pour le chêne Cécile, donc actuel et dans le futur. Donc du coup, la région centre ne serait plus compatible. Et ici, j'ai mis l'acacia, le robinier. Et on voit que lui reste compatible avec le climat de 2070. Ce n'est pas tout à fait les mêmes stations, mais voilà, il faut se dire qu'il y a des endroits où on ne pourra pas renouveler en chêne Cécile et il faudra penser à autre chose. Donc voilà pour moi. Bah, merci Simon, et maintenant place aux questions. Merci pour votre présentation. Je suis au fond là. J'ai 3 questions. La première, est-ce que les arbres qui subissent des risques comme ça, est-ce qu'ils sont plus sur les jeunes, les vieux, ou s'il y a une diversité, enfin, il n'y a pas de nuance entre les arbres qui auraient 300 ans et ceux qui auraient 30 ans? S'il y a un risque, est-ce que c'est identique pour l'espèce? La deuxième chose, vous parlez d'espèces qui risquent d'être introduites, on risque d'apporter d'autres éléments extérieurs, donc qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la troisième chose, est-ce que quand on est dans une forêt diversifiée, il y a la même chose que si on avait une monoculture en termes d'attaque? Oui, donc bon, pour la diversification, c'est là où je redisais que finalement c'était la conclusion de Christophe. Donc oui, la diversification va limiter le risque, en tout cas pour les pathogènes ou les insectes. Hein. Ça fait que, comme c'est souvent inféodé à une essence, si on diversifie, on va moins impacter la forêt. Et puis on va diluer le risque. C'est clairement ça la définition, c'est de diluer le risque. Sur les catégories d'âge atteintes, bah, ça va dépendre. Clairement, la Calarose du frêne, ce qu'on a vu, c'est que les peuplements de diamètre de 25-30 à peu près centimètres étaient beaucoup plus rapidement touchés et dépérissants, voire morts, que les plus gros diamètres. Alors que dans d'autres contextes, on va plutôt être sur des arbres plus âgés. Typiquement, la graphiose de l'orme, ça va être à partir d'une certaine taille d'arbre où que l'insecte va être en mesure de pondre et donc inoculer le champignon. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a un travail de recherche qui doit être fait derrière pour savoir comment se positionner face au risque, aussi bien en termes de diversité du paysage que en termes de diversité d'âge. Et l'autre point, c'était sur l'introduction.
d'espèces invasives ou d'essence. D'essence. Alors, moi, pour l'introduction d'essence, il y a introduction et introduction. C'est que maintenant, bon, c'est réglementé, hein, on ne peut pas installer n'importe quelle essence sur n'importe quel territoire. Mais ce qu'il faut voir, c'est celles qui sont compatibles avec notre territoire. Et dans la gamme actuellement qui est réfléchie, pour beaucoup, ce sont des essences qui sont pas si exotiques que ça, dans le sens où ça reste des essences qui sont plutôt européennes. C'est juste qu'on va les faire remonter du pourtour méditerranéen, par exemple, comme le cèdre, vers le nord. Donc, en soi, c'est une introduction locale, mais c'est juste qu'on aide à sa migration vers le nord qui pourrait se faire naturellement. Et d'un autre côté, une chose aussi sur laquelle on n'a pas parlé, mais qui est intéressante, avant même d'introduire de nouvelles essences, c'est de miser sur ce qu'on appelle la provenance. Actuellement, lorsqu'on plante un chêne en région centre, on a une liste de provenance, donc c'est-à-dire d'où les parents qui ont fourni le gland proviennent pour être installés dans la région. Et l'idée, ce serait de prendre maintenant des essences de plus en plus méridionales, telles que des provenances de Gascogne, en se disant ce sont des chênes qui connaissent un climat un peu plus sec que le nôtre. Donc si les parents ont connu ça, potentiellement l'enfant pourra s'adapter à notre climat futur. Donc il y a cette notion-là de à la fois introduction de nouvelles provenances, mais de la même essence, et d'introduction de nouvelles essences. Pour, concernant le pin sylvestre, est-ce que sa diversité génétique est tellement faible, contrairement au chêne, qu'il a des capacités d'adaptation très limitées? Alors là, en termes de diversité génétique du pin sylvestre, je ne la connais pas. Après, en fait, là, c'est plutôt un retour d'expérience sur le fait qu'on s'inquiète sur le pin sylvestre, parce que le pin sylvestre, il a quand même un gradient latitudinal qui est assez important, donc on s'était dit, il est là, mais il est aussi plus au sud. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il est vulnérable quand même aux sécheresses. Euh, et en fait, c'est que, comment dire, là, il est soumis à des choses qu'il n'a jamais connues. Et c'est peut-être ça, c'est le changement brutal qui fait que le pin sylvestre qui est actuellement sur pied, lui, n'est pas en mesure de répondre. Après, la génération future, oui, je ne sais pas le pool génétique qui peut faire qu'il s'adaptera, quoi. Merci Simon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci pour votre présentation. Et je me posais la question de la capacité avec de renouvellement, de plantation, de nouvelles plantations au vu des problèmes de pluviométrie importante ou de sécheresse qui remettrait en cause la capacité de replanter les forêts. Oui, ça je ne l'ai pas présenté, c'est une mesure qu'on a. On regarde les plantations de l'année et ce qui est ressorti de nos enquêtes annuelles, c'est que 2022, cette année sèche-là, le taux de réussite était vraiment très très faible pour quasiment toutes les essences. Donc on avait avec 35% de mortalité et 40% de plantations qu'on considère en échec, c'est-à-dire que moins de 80% des plants étaient ressortis. Donc oui, ça c'est un enjeu. C'est pourquoi dans la recherche forestière, la recherche appliquée, ils misent sur de nouvelles techniques de plantation, plantation sous couvert, sur des surfaces plus petites. Donc voilà, il y a une réflexion sur le fait d'améliorer le taux de reprise et diminuer l'impact de la sécheresse et du stress finalement subi par les jeunes plantations. Dans la première partie de ton exposé, Simon, à un moment donné, tu parles de différence entre coup de soleil et coup de chaud. Et tu dis qu'il y a des signalements de DCO qui différencient les deux. Puis tu as une troisième catégorie qui doit être stress hydrique. Quels symptômes différencient ces deux types d'effets, coup de soleil et coup de chaud?
Alors, le coup de soleil, ça va être principalement sur le hêtre. Il a un épiderme qui est un peu sensible. Non, mais oui, c'est des phénomènes qu'on sait attribuer au soleil, que d'autres, ben, on va plutôt associer à la chaleur, mais ça va revenir à la même chose. En fait, le coup de chaleur, ça va être un dessèchement des feuilles, euh, mais bon, bah, c'est le soleil qui va les avoir réchauffées. Alors que pour le hêtre, ça va être un contexte particulier. Souvent, c'est une mise en lumière du hêtre après une éclaircie qui fait que son tronc est mis au soleil. Et donc là, c'est le soleil qui agit sur le tronc et va couper la circulation de l'eau. Donc c'est un symptôme assez particulier. Merci, bonjour. Je vous remercie pour votre intervention. J'ai une question concernant l'impact du stress sur l'arbre. Comment, en fait, un arbre sain, quel mécanisme biologique active-t-il pour lutter ou pour éviter les ravageurs ou les maladies? Est-ce que, en quoi le stress le rend-il vulnérable? Alors, tout à l'heure, c'était les phytocides. Non, comment tu appelles? Phytoncides. Donc en fait, oui, l'arbre libère des molécules, comme on a parlé des molécules qui étaient bons pour le bien-être, mais il en libère d'autres lorsqu'il est stressé, qui va attirer les ravageurs. Clairement, avec le typographe, ça a été plutôt bien démontré, puis même avec les otoscolites, enfin le sténographe aussi, c'est qu'à partir d'une attaque, l'arbre va synthétiser des hormones déjà pour limiter l'attaque, et cette hormone-là va être, enfin cette phytohormone, phéromone, enfin ce composé volatile, va être diffusé dans l'air, ce qui va attirer les autres scolites, et donc c'est un peu le scolite qui dit: «Eh, les gars, venez m'aider, quoi». Et du coup, en venant l'aider, ils affaiblissent encore plus l'arbre, et du coup l'arbre produit encore plus de composés volatiles qui en attirent encore plus, et qui attire encore plus d'insectes, et du coup ça va accélérer sa dégradation. Ensuite, dans les mécanismes, les arbres produisent ce qu'on appelle des métabolites secondaires, donc que ce soit les tanins, d'autres molécules comme ça, qui vont ensuite être mobilisés pour aller cibler les endroits où ils sont attaqués pour avoir un rôle biocide sur les organismes qu'ils attaquent. Mais sauf que la synthèse de ces métabolites secondaires est dépendante du niveau de ressources de l'arbre. C'est-à-dire qu'un arbre en pleine vigueur, c'est comme nous, hein, c'est le système immunitaire, plus on va être en forme, plus ce sera facile de produire pour lui de produire ces métabolites secondaires, et donc il va mieux contrer l'attaque. Mais avec l'âge ou avec les différents stress, il va perdre de la vigueur, il va plus être en mesure de produire ces métabolites secondaires. Oui, les conclusions, effectivement, depuis plusieurs années, amènent à gérer des forêts avec une diversité du milieu. Et donc, je pense qu'au programme d'aujourd'hui, on va parler de richesse de biodiversité. À partir du moment où on a des insectes qui sont la cause, effectivement, de mortalité des arbres, qu'est-ce que l'on connaît comme prédateurs? Par exemple, sur le scolite, quelles sont les essences, les oiseaux, éventuellement, je suppose, qui peuvent éventuellement créer de l'équilibre. Et à partir du moment, effectivement, où on a une forêt qui est trop monotypée, on a un problème de déséquilibre de biodiversité qui se crée. Donc, est-ce que l'on a des expériences, des retours d'expérience justement sur la notion d'équilibre à trouver au niveau du milieu forestier, au niveau gestion, et la richesse de biodiversité qui s'en dégage pour justement pallier à des phénomènes de maladie? Donc la diversification en fait partie, parce que du coup là on dilue la multiplication enfin, les phénomènes de pullulation, le fait de rendre moins d'arbres disponibles parce qu'on en a mis une naissance pas compatible avec l'insecte fait qu'on va diluer le risque. Après, sur la mise en place de prédateurs, les oiseaux, je pense que c'est pas forcément eux la cible à privilégier. Ça va plutôt être ce qu'on appelle les insectes parasitoïdes, c'est-à-dire ils vont venir infecter les insectes, ou même les parasites, ou même des champignons, des bactéries. C'est plutôt ça qui vont jouer un rôle de régulateur
sur les pullulations. Et ça, c'est un mécanisme qu'on appelle un peu la course aux armements, c'est-à-dire que la pullulation de la proie va augmenter et il y a toujours un décalage avec ces régulateurs. Donc en gros, pour le typographe, ce qu'on s'attend, c'est que la régulation se fasse aussi un peu naturellement par la mise en place de ses propres régulateurs. Avec juste un point que je n'ai peut-être pas cité, c'est là on parle de dépérissement, nous on parle de plus en plus aussi bien avec les acteurs forestiers qu'avec la recherche, c'est que on a des arbres où on constate le dépérissement, mais on essaie aussi de voir comment quantifier ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que ces arbres-là, ils montrent une altération, mais dans quelle mesure ils sont capables de se remettre de cette altération. Et donc des fois, c'est qu'à partir de quand, est-ce que 50% est un critère pas trop strict, est-ce que c'est plutôt 70% de manque de houppier qui fait que l'arbre va irrémédiablement aller vers la mort? Est-ce que c'est entre ces 50 et 70, est-ce qu'il serait capable de repasser sur un houppier plus conséquent et revenir un peu plus sain, quoi. Merci Simon, et on va passer à la prochaine intervenante